Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était l'un de ces après-midi paisibles que seul l'hôtel Savoy semblait capable de faire naître. Les théières en argent poli brillaient sous la lumière tamisée, et un léger murmure de conversation se mêlait au tintement discret de la porcelaine fine. Je m'étais toujours considéré comme un homme de goût raisonnable, mais assis en face d'Hercule Poirot, mes préférences modestes me paraissaient soudain presque barbares. Poirot, avec ses moustaches impeccablement symétriques et sa serviette pliée avec une précision militaire, observait les lieux tel un homme contemplant un tableau de maître. Sa tasse de tisane demeurait intacte, tout son être consacré à l'art de l'observation. « Observez, mon ami, murmura-t-il. Les Anglais, ils aiment le rituel du thé, mais ils ne le comprennent pas. » J'avais à peine ouvert la bouche pour lui répondre qu'une voix tonitruante brisa l'atmosphère délicate. Un homme corpulent, à l'autre bout de la salle, gesticulait frénétiquement. Son accent américain résonnait dans l'élégance feutrée comme une corne de brume dans une chapelle. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Je pense, Hastings, que la tranquillité de notre après-midi touche à sa fin. » Et ainsi fûmes-nous introduits bruyamment à M. Franklin P. Van Alden. Scandaleux, absurde, les mots fusèrent, attirant les regards curieux des tables voisines. Van Alden, le visage rouge presque au ton de son gilet bordeaux, pointait un doigt accusateur vers le maître d'hôtel, complètement désarçonné. « Savez-vous qui je suis » s'écria-t-il, bien que le personnel, et probablement la moitié de Londres, le sût déjà. « Je veux savoir qui a passé cet appel infernal ce matin. Vous m'entendez? Je l'exige. » Un murmure de désapprobation, poli, parcourut la salle. Les Anglais n'aiment guère les esclandres, et celui-ci était de taille. Les sourcils de Poirot se soulevèrent dans une muette amusement, tandis que moi, plus facilement embarrassé, me concentrais intensément sur mon scone. « Je n'aime pas la cravate de cet homme, Hastings, » observa Poirot à voix basse. « Elle est trop voyante pour un établissement aussi respectable. » C'était bien lui, toujours prompt à repérer les crimes esthétiques avant les véritables. Le maître d'hôtel, pris entre devoir et discrétion, assura simplement à M. Van Alden qu'aucun appel non autorisé n'avait été transmis. Cela ne fit qu'attiser la fureur du magnate. Cette voix, elle en savait trop. Et cette lettre, que le diable l'emporte. À ces mots, les yeux de Poirot s'illuminèrent d'intérêt. Un homme qui perd pied en public, un appel mystérieux, une lettre inquiétante. La partie venait de commencer. Il était inévitable que la tirade de Van Alden finisse par se tourner vers Poirot. Le maître d'hôtel, peut-être espérant que la présence du célèbre détective ramènerait un peu d'ordre, murmura discrètement son nom. La tête de Van Alden pivota vers notre table comme une tourelle de canon, s'alignant sur sa cible. « Monsieur Poirot, n'est-ce pas ?» Il s'avança d'un pas décidé, son attitude brusque mais empreinte d'une certaine désespérance. « Je vous connais. Tout le monde vous connaît. J'ai besoin de votre aide. » La moustache de Poirot frémit en signe de reconnaissance modeste, mais il ne dit mot, laissant Van Alden,
déverser son histoire d'une traite haletant. Ce n'est un secret pour personne qui je suis, ni ce que j'ai en jeu, une fusion, la plus grosse depuis des années. Beaucoup souhaitent me voir tomber, mais ce matin, j'ai reçu un appel, une voix déguisée, je pense. Elle a dit que mon prochain appel scellerait mon destin. Il laissa tomber une lettre froissée sur notre table, la main légèrement tremblante. Tapé en majuscules, le message répétait le même avertissement énigmatique. Poirot la déplia avec délicatesse, comme s'il manipulait un manuscrit ancien. « Quelqu'un joue un jeu très dangereux, » marmonna Van Alden. « Mes ennemis sont nombreux, et mes amis, eux, sont difficiles à compter. » Poirot s'appuya contre le dossier de sa chaise, les doigts joints, les yeux mi-clos. « Mon cher monsieur, vous dites que beaucoup souhaitent vous ruiner, mais l'un d'eux souhaiterait-il votre mort ?» La couleur quitta le visage de Van Alden. Poirot venait de toucher un nerf sous le vernis de suffisance. « Je n'en sais rien, » admit-il. « Mais si c'est le cas, vous devez les trouver avant qu'eux ne me trouvent. » Les doigts de Van Alden tremblaient légèrement, alors qu'il posait la lettre sur la table. Le papier provenait d'un bloc-notes d'hôtel bon marché. Les lettres tapaient légèrement décalées, comme si elles provenaient d'une machine à écrire en fin de vie. Poirot l'examina avec une délicatesse exagérée, penchant d'abord la tête à gauche, puis à droite. « Observez, Hastings, » murmura-t-il. « Ceci n'est pas l'œuvre d'un maître chanteur professionnel, non. La qualité du papier, elle offense la dignité d'un tel homme. Et la frappe, ah, elle parle de précipitation, d'urgence, peut-être même de peur. Je plissai les yeux pour lire le message, bien que les mots eux-mêmes fussent sans éclat. Votre prochain appel scellera votre destin. Qu'en pensez-vous, Poirot ? Demandai-je. Poirot fit tournoyer la lettre entre ses doigts, puis la reposa délicatement à plat. La main qui a rédigé ce message, mon ami, ne l'a pas fait pour l'argent seulement. Il y a, je crois, un venin personnel, ici, une certaine jubilation dans la formulation. Van Alden se pencha en avant, la sueur brillant à sa tempe. Elle est arrivée ce matin, glissée sous ma porte. Personne ne sait qui l'a déposée. Le regard de Poirot se fit plus perçant. Et pourtant, monsieur, vous avez répondu au téléphone, n'est-ce pas? Pourquoi donc, si vous aviez peur? La voix de Van Alden se fit chuchotement, parce que la voix en savait trop. Quelle voix? Lâchai-je, abasourdi. Le visage de Van Alden pâlit. Ma première femme, mais c'est impossible. Estelle est morte depuis des années. L'expression de Poirot mêlait amusement et intérêt. Impossible, dites-vous? Ne soyons pas trop promptes à décréter ce qu'il est, mon ami. Dès que Van Alden nous quitta pour tenter de reprendre ses esprits, Poirot s'adossa à son fauteuil, les yeux plissés, pensif. Un homme comme celui-là, mon ami, il ne pose pas ses valises au Savoy sans laisser derrière lui une traînée d'ennemis. Je hochai la tête en remuant distraitement ma tasse de thé. Beaucoup de gens aimeraient se le voir mis hors jeu, c'est certain. Sa fusion est dans tous les journaux. Exactement, fit Poirot, joignant le bout de ses doigts, en sa célèbre flèche de réflexion. Et qui donc aurait intérêt à ce que notre bruyant ami disparaisse de la salle du conseil? Je réfléchis. Ses concurrents, bien sûr. Ce type, Pembroke. Il essaie de le surpasser depuis des années. Et sa famille. Les millionnaires ne sont pas toujours de tendres pères. Poirot acquiesça avec satisfaction. Sa fille, oui. J'ai lu quelque chose à son sujet. En froid avec son père, après une querelle d'argent. Et puis, ajoutai-je, me prenant au jeu, il y a cette secrétaire, comment s'appelait-elle déjà? Brinkerhoff, toujours tapie dans l'ombre. Poirot sourit légèrement. Ah, Hastings, vous énumérez des suspects avant même d'avoir un cadavre.
C'est à la fois prématuré et charmant. Je fronçai les sourcils. Mais vous pensez tout de même que quelqu'un lui en veut? Le sourire de Poirot s'effaça. Mon ami, un homme ne redoute pas un simple appel téléphonique, à moins d'avoir déjà entendu quelque chose qui glace le sang. Cette lettre, cette voix, ce ne sont pas les prémices, ce sont l'aboutissement de quelque chose de profondément enfoui. Soudain, le téléphone sonna. Les yeux de Poirot se tournèrent vers l'appareil. Voyons si le destin est ponctuel, mon cher. Van Alden réapparut juste au moment où le téléphone retentit de nouveau. Le son, strident, paraissait presque dissonant dans l'opulence de la suite. Un instant, il resta figé, les yeux rivés sur le combiné brillant, comme s'il fixait une arme chargée. Poirot se leva d'un geste fluide. « Permettez-moi, monsieur ?» Mais Van Alden s'empara du combiné avant qu'il n'ait pu intervenir. « Qui est là ?» lança-t-il, la voix brisée par la tension. Nous n'entendîmes rien, si ce n'est son souffle court et rapide, comme s'il gravissait une pente abrupte. Un instant plus tard, il s'effondra, le téléphone glissant de sa main. Je me précipitai. Grand Dieu, est-ce que... Poirot s'agenouilla près de l'homme à terre, posant doucement 2 doigts sur son cou. Il n'est pas mort, mais il n'est pas bien non plus. Son front se plissa. Ce n'est pas un malaise ordinaire. Il jeta un coup d'œil au combiné, toujours suspendu, oscillant légèrement. Hastings, notez bien ceci. La voix qui l'a terrifié ne venait ni de la pièce, ni de l'air, mais du cœur. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais l'urgence de son ton me glaça. « Allez chercher le médecin de l'hôtel, » dit-il doucement. « Et Hastings, soyez prêt. Je crains que ceci ne soit que le commencement. » Le docteur arriva rapidement, mais même ses mains expertes ne purent expliquer ce qu'il s'était passé. Van Alden gisait, prostré, son pouls affolé, le front moite. Aucun signe d'empoisonnement, aucune blessure, rien qui puisse justifier son effondrement. Poirot se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la rue animée en contrebas. Lorsqu'il se tourna, son expression était presque sereine. « Hastings, » dit-il avec une satisfaction discrète, « j'ai souvent affirmé que le destin avait un certain sens de la mise en scène. Je le dévisageais. Vous voulez dire que vous prenez l'affaire ?» Les yeux de Poirot brillèrent. Mais bien sûr, il désigna la pièce, la lettre, l'homme étendu sans connaissance sur le lit. Comment pourrais-je résister à une pareille scène? Un milliardaire, une lettre de menace, une voix fantomatique et un téléphone qui apporte la mort. Il ajusta ses boutons de manchette, redressa sa cravate. « Mon ami, Hercule Poirot a été convié à une représentation des plus curieuses. Dès que Van Alden fut conduit à l'infirmerie de l'hôtel, Poirot entra en action. Je l'avais déjà vu se transformer ainsi. Le dandy nonchalant, cédant la place à l'enquêteur méthodique, ses petits yeux vifs scrutant la pièce, repérant ce qu'aucun homme ordinaire ne remarquerait. Nous nous trouvions dans une suite luxueuse, du genre que seuls les immensément riches peuvent se permettre, un lieu où chaque surface brillait, où chaque coussin semblait intact. Et pourtant, un désordre subtil planait, un chaos discret laissé dans le sillage de la peur. L'attention de Poirot se porte immédiatement sur le téléphone. Il pendait maladroitement sur son socle, le combiné oscillant encore, comme si le fantôme de la conversation rôdait encore dans l'air. « Vous observez, Hastings ?» murmura Poirot en effleurant le combiné du bout des doigts, avant de les essuyer soigneusement avec son mouchoir. « Ce téléphone, ce n'est pas un simple instrument de communication, c'est l'arme. » Je le fixai, interloqué. « L'arme ? Mais il n'y a aucun signe de blessure.
personne ne l'a attaqué. Le sourire de Poirot était mince. Blessure physique, non. Mais il existe d'autres manières d'atteindre le cœur d'un homme. Il s'approcha de la table où reposait la fameuse lettre dactylographiée. La saisissant délicatement, il l'examina de nouveau. « C'est la deuxième fois que je tiens ce papier, » dit-il. Et pourtant, il ne me dit rien. Ou plutôt, il me dit trop de choses. Je le regardais balayer la pièce du regard, méthodiquement, le verre d'eau à moitié vide, les journaux parfaitement alignés, la robe de chambre en soie soigneusement pliée. Puis, soudainement, le regard de Poirot se figea sur le cordon du téléphone. Il s'accroupit à côté, suivant la ligne du bout du doigt jusqu'à la prise murale. Curieux, très curieux, en effet. Il se releva d'un bond. « Hastings, remarquez-vous ce qui manque ?» Je regardais autour de moi, désorienté. Ce qui manque, tout me paraît en ordre. Poirot soupira. « Mon pauvre Hastings, vous voyez, mais vous n'observez pas. Il n'y a pas de cendrier. Et pourtant, notre monsieur Van Alden fume le cigare. » Avant que je puisse répondre, Poirot hocha la tête vivement. « La vérité, Hastings, elle se cache dans ces petits détails. Et maintenant, nous devons parler à ceux qui veillent sur ces détails mieux que quiconque, le personnel. Le directeur adjoint, un homme maigre affligé d'un clignement d'yeux excessif, se tenait mal à l'aise devant Poirot. Je l'imaginais plus habitué à gérer les réclamations sur le thé trop tiède ou les draps froissés qu'à subir les interrogatoires d'un détective mondialement connu. « Dites-moi, » commença Poirot d'une voix douce comme de la crème anglaise, qui était responsable de connecter les appels téléphoniques aux chambres. L'homme cligna 2 fois des yeux avant de répondre. « L'opératrice du Standard, monsieur. Aucun appel externe ne peut joindre une chambre sans passer d'abord par elle. Bon. Et ce matin, un appel est-il passé pour la suite de monsieur Van Alden ?» Le front de l'homme se plissa. « Non, monsieur. Le seul appel reçu par cette suite venait de l'intérieur de l'hôtel, de la réception. » Je regardais Poirot, perplexe. Mais on l'a entendu sonner. Il y a répondu, juste devant nous. Poirot leva un doigt. « Justement, Hastings, nous avons vu l'appel. Mais cet appel n'existait pas. Fascinant, n'est-ce pas ?» Le directeur adjoint toussauta nerveusement. Il est possible que l'appel ait été passé directement depuis une autre chambre. Les appels internes ne passent pas toujours par le Standard. Poirot hocha lentement la tête. Et qui, je vous prie, serait au courant de ce détail? Tout client habitué, reconnut l'homme, ou un membre du personnel. Poirot joignit ses doigts en éventail. Ah ah! Le cercle se resserre. On nous mena à la petite pièce encombrée où se trouvait le standard téléphonique de l'hôtel. Une jeune femme aux boucles rousses et à l'air accablé nous accueillit. Polie, mais manifestement intimidée par la présence de Poirot. « C'est vous qui avez géré les appels de monsieur Van Alden ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur, » répondit-elle nerveusement. « Mais je vous jure, il n'y a eu rien d'anormal. »« Rien d'anormal, » répéta Poirot d'un ton pensif. Et pourtant, un homme est à terre, terrifié par un appel impossible. Il se pencha légèrement vers elle. « Mademoiselle, l'impossible a toujours une explication, c'est la vérité, simplement déguisée. » La jeune femme cligna des yeux rapidement, comme si elle cherchait désespérément une réponse. « J'ai vu quelque chose, monsieur, mais je ne pensais pas que c'était important. » Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Ah, dites-moi, je vous prie. »« Une femme de chambre, » souffla-t-elle. « Je l'ai vue près de la suite de monsieur Van Alden, juste avant que le téléphone ne sonne. Je croyais qu'elle apportait des serviettes, mais elle ne portait rien. » Le sourire de Poirot fut chaleureux. « Merci, mademoiselle. Vous nous avez aidés plus que vous ne le pensez. » De retour dans le couloir,
Poirot me lança un petit regard triomphant. La petite femme de chambre, sans serviette, elle m'intrigue déjà. Allons la trouver, Hastings, car si je ne me trompe, elle en sait bien plus que la température des draps. Dorothy Van Alden nous reçut dans un petit salon privé, sa silhouette fine découpée sur la lumière grise de la fenêtre. Elle n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais de la fille d'un célèbre magnate. Aucun signe de richesse ostentatoire, aucune arrogance. Son visage était pâle, figé dans une expression d'indifférence maîtrisée. Elle me remarqua à peine, les yeux fixés sur Poirot, l'étudiante avec la méfiance instinctive de ceux qui ont depuis longtemps appris à ne pas se laisser séduire. « Alors, vous venez poser des questions sur mon père », dit-elle sans détour. « Vous pouvez le savoir d'entrée de jeu. Je ne prétends pas être en deuil. » Hastings, éternel défenseur des valeurs familiales, semblait horrifié. Poirot, lui, incline simplement la tête. « Mademoiselle, on n'a pas besoin d'affection pour comprendre un homme. C'est parfois plus facile quand il n'y en a pas. » La bouche de Dorothy se tordit en un sourire amer, sans aucune chaleur. Le comprendre? Je ne crois pas que quiconque l'ait jamais compris. Moi, certainement pas. Poirot joignit ses doigts avec calme. « Et pourtant, mademoiselle, vous avez été autrefois son trésor le plus précieux. » Elle laissa échapper un rire bref. C'était avant la fusion, avant que sa nouvelle fortune ne lui fasse oublier ses anciennes responsabilités, avant qu'il épouse ma mère, puis l'oublie, elle aussi. Le ressentiment est un poison curieux, n'est-ce pas? Dit Poirot doucement. Il ne tue pas tout de suite, mais il brûle. Le regard de Dorothy se fit plus acéré. Si vous insinuez que j'ai eu quelque chose à voir avec ce qui lui est arrivé, vous perdez votre temps. Je le haïssais, oui, je lui en voulais, absolument, mais je ne le voulais pas mort. Poirot leva une amano. Ah, mais je ne vous ai pas demandé si vous le souhaitiez mort, mademoiselle. Je vous ai demandé si vous le compreniez. Elle marqua un temps d'arrêt. Il avait peur, dit-elle enfin. Ça, je l'avais compris. Peur de vieillir, d'être oublié, de perdre ce pouvoir qu'il croyait indispensable à son importance. Et l'appel de ce matin, la lettre question. Elle secoua la tête. Je n'en ai rien su avant d'en entendre parler. Mais je peux vous dire ceci. Celui ou celle qui a envoyé cette lettre connaissait mon père mieux que moi. Poirot se leva, s'inclinant légèrement. « Merci, mademoiselle. La vérité. » Elle jette un œil derrière les rideaux. Il suffit de savoir où regarder. Nous retrouvâmes Charles Pembroke au bar de l'hôtel, un lieu où les affaires se concluaient et, je le soupçonnais, où plus d'une réputation avait été discrètement ruinée. Pembroke était exactement tel que décrit dans les pages financières. Élégant, soigné jusqu'au bout des ongles, et aux yeux perçants comme ceux d'un renard en costume sur mesure. Il ne se leva pas à notre approche, se contentant d'offrir à Poirot un sourire mince et une poignée de main, ni chaleureuse ni froide. « Je vous attendais, » dit-il simplement. « Van Alden attire les drames comme un cadavre attire les mouches. »« Une observation des plus poétiques, monsieur, » répondit Poirot, en s'installant avec soin. « Et où étiez-vous, je vous prie, au moment de l'événement malheureux de ce matin ?» Le sourire de Pembroke ne fléchit pas. « À mon club. Une demi-douzaine de membres pourront en témoigner. J'ai commandé mon petit déjeuner à 9 heures, lu les journaux, et suis parti peu après 11 heures. Et pourtant, dit Poirot d'un ton doux, on vous a vu revenir brièvement à l'hôtel vers 10h30. Une curieuse lacune, n'est-ce pas? » L'expression de Pembroke demeura impassible. Un parapluie oublié. Naturellement, le fidèle compagnon de l'Anglais. Le sourire de Poirot était tout aussi mince. « Et votre parapluie égaré vous aurait-il conduit près de la suite de M. Van Alden ?»
Par hasard? Je ne saurais le dire, répondit Pembroke avec aisance. Mais si vous sous-entendez que j'ai eu quelque chose à voir avec son malaise, vous me surestimez. Je ne l'aurais pas effrayé à mort, je l'aurais dépassé, bien plus satisfaisant. Peut-être, murmura Poirot, mais la peur, c'est une arme aussi puissante qu'un poignard, et bien plus facile à dissimuler. Pembroke prit une gorgée de son single malt, les yeux brillants par-dessus le bord de son verre. Vous ne trouverez rien qui me relie à cette lettre, si c'est ce que vous cherchez. Je mène mes batailles dans les conseils d'administration, pas dans les suites d'hôtels. Poirot se leva, ajustant ses manchettes. Je me demande, monsieur, si cette bataille n'a pas commencé bien avant les salles de réunion, avant les lettres, avant les appels, avant même la fusion. Peut-être a-t-elle commencé dans le cœur. Le sourire de Pembroke vacilla, juste un instant. Comme vous voudrez, Poirot, mais vous ne trouverez rien dans mon cœur lié à cette histoire. Alors que nous nous éloignions, le visage de Poirot restait serein. Hastings, que pensez-vous de M. Pembroke? Un vaurien, grognai-je, et bien trop lisse. Précisément, mon ami. Et quand un homme est trop lisse, il faut se demander, qu'essaie-t-il de polir si ardemment? Lydia Cartwright incarnait la beauté moderne dans toute sa perfection. Élégante, assurée, raffinée d'une manière plus calculée que naturelle. Elle nous reçut dans le salon privé qu'elle avait réquisitionné au Savoy, affichant un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Je ne me suis jamais considéré comme particulièrement doué pour décrypter l'esprit féminin. Mais même moi, je pouvais percevoir une certaine nervosité sous son vernis maîtrisé. Ses doigts ne cessèrent de jouer avec son collier de perles, et son regard fuyait vers la fenêtre dès que les questions de Poirot devenaient trop directes. « Mademoiselle Cartwright, » commença Poirot d'un ton doux, presque paternel. « Ce fut un choc pour vous, oui, de voir M. Van Alden s'effondrer si soudainement. » Elle haussa les épaules avec grâce. Franklin était un homme sous pression. Il avait des ennemis, bien sûr, mais aussi ses peurs. Et les peurs, Monsieur Poirot, peuvent être terriblement malsaines. En effet, surtout lorsqu'elles prennent vie, n'est-ce pas? Le regard de Poirot se fit plus perçant. Et ce matin-là, avant l'incident, quelle fut votre dernière conversation avec lui? Le sourire de Lydia vacilla. Ce n'était rien d'important. Nous parlions des préparatifs du mariage. Ah, mais ce n'était pas rien, mademoiselle. Poirot se pencha légèrement, les doigts joints. Vous voyez, j'ai déjà appris qu'il y a eu une dispute au sujet de la loyauté, la vôtre, et peut-être la sienne aussi. Elle hésita, ses doigts se crispant sur les perles. Franklin m'a accusé de voir un autre homme. C'était absurde, bien sûr. Et y avait-il un autre homme? Demandai-je, peut-être avec moins de tact que Poirot ne l'aurait souhaité. Les yeux de Lydia brillèrent. Certainement pas. Poirot se leva, lissant son veston. La vérité, c'est comme ce collier de perles que vous serrez si fort. Il peut se rompre, et les perles, elles se dispersent. Mais à la fin, on les retrouve toutes. Il s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. » Alors que nous sortions, je murmurai « Vous croyez qu'elle cache quelque chose ?» La moustache de Poirot frémissait d'un air malicieux. « Elle cache bien des choses, mon ami. Mais reste à savoir si elles sont criminelles ou simplement romantiques. Si Lydia Cartwright incarnait le glamour fragile, Pauline Brinkerhoff en était l'exact contraire, une femme ayant maîtrisé l'art de se fondre dans le décor. Tout chez elle semblait conçu pour la rendre invisible. Sa robe austère, sa voix éteinte, sa posture recroquevillée. Nous la trouvâmes dans le salon d'affaires de l'hôtel, entourée de registres et de correspondances, ses mains évoluant avec efficacité sur les papiers de Van Alden,
comme si l'homme n'était que sorti faire une promenade, et non allongé, inconscient, dans une suite médicale privée. Mademoiselle Brinkerhoff, commença Poirot, avec une courtoisie douce. Vous avez servi Monsieur Van Alden pendant de nombreuses années, je crois. 15 ans, répondit-elle sans lever les yeux de ses papiers. 3 épouses, 2 scandales, et plus d'avocats que je ne veux en compter. Sa voix était dénuée de toute chaleur. Seule la résignation y transparaissait. Et pourtant, reprit Poirot, vous êtes resté fidèle. Elle esquissa un sourire sec. La loyauté n'est pas toujours une vertu, monsieur Poirot. Parfois, ce n'est qu'une habitude. Et l'habitude peut devenir du ressentiment, n'est-ce pas? Répondit Poirot d'une voix douce, mais ferme. Le stylo de Pauline s'immobilisa. Si vous me demandez si je le haïssais, non, ce n'était pas le cas. Il pouvait être difficile, oui. Ingrat, certainement. Mais la haine, elle exige de la passion, et il n'y en avait plus. Et pourtant, poursuivit Poirot, ce matin, on vous a vu déchirer un bloc-notes. Pourquoi? Ses mains se posèrent à plat sur le bureau. Ce n'était que des griffonnages, des notes que je prenais quand Franklin dictait. Seriez-vous surprise, mademoiselle, si je vous disais que j'ai récupéré un fragment? La tête de Pauline se redressa brusquement. Il disait, poursuivit Poirot, il sait, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Elle déglutit difficilement. Ce n'était pas à propos de Franklin, c'était personnel. Non, mademoiselle, c'était très personnel, pour lui. Le regard de Poirot soutint le sien, jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. En quittant la pièce, je demandai, « Vous pensez qu'elle est coupable ?» Poirot esquissa un léger sourire. « La culpabilité, mon ami, revêt bien des formes. Il y a la culpabilité de l'action, celle du silence, et celle du cœur, à laquelle appartient mademoiselle Pauline. Voilà ce que nous devons découvrir. » Nous trouvâmes le capitaine Matthew Wade installé à une table d'angle dans la salle de lecture de l'hôtel. Un verre de whisky oublié à son coude, encore plein. C'était un homme au-delà de ses plus belles années, au visage marqué par le soleil, la mer et les déceptions. Une certaine défiance silencieuse émanait de lui, comme s'il avait depuis longtemps accepté les coups du sort sans jamais s'y plier. « Capitaine Wade, commençai-je, décidé à donner le ton, je crois comprendre que vous et Monsieur Van Alden étiez autrefois partenaires ?» Wade laissa échapper un court rire, sans trace d'humour. « Partenaire, voilà un mot bien généreux. J'étais son homme à tout faire, sa conscience de rechange et, quand cela l'arrangeait, son bouc émissaire. » Poirot croisa les mains, se penchant légèrement en avant. « Vous l'avez accusé, n'est-ce pas, d'avoir ruiné votre carrière ?» Le regard de Wade se tourna vers Poirot. « Je ne l'ai pas accusé, j'ai énoncé un fait. Quand l'accord avec la compagnie maritime sud-américaine a échoué, Van Alden avait besoin d'un responsable. J'étais jetable. Et pourtant, vous êtes ici, » fit observer Poirot d'un ton doux. « Vous restez dans son orbite, monsieur. » « Pas par choix, » grogna Wade. « Van Alden me devait quelque chose, il le savait. Je suis venu réclamer ma part. »« Une dette d'honneur ou de vengeance ?» demanda Poirot d'une voix presque désinvolte. Mais Wade tressaillit légèrement. « Je ne suis pas un meurtrier, Poirot. » Ses doigts se crispèrent autour du verre. « J'ai peut-être voulu le voir souffrir, oui, mais rien de plus. »« Et votre alibi pour ce matin ?» demandai-je. « J'étais dans la salle de billard, entre 8h et 11h. Demandez au barman. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Curieux. Un tel alibi ne vous protège de rien. L'appel téléphonique pouvait être passé de n'importe quel endroit dans l'hôtel. »
La bouche de Wade se tordit en un sourire sombre. « Vous pensez que j'ai soufflé des histoires de fantômes dans le combiné? Van Alden ne se serait pas effondré juste à cause de ma voix. » « Non, mais peut-être, capitaine. Y a-t-il d'autres voix qui tourmentent les cœurs coupables ?» Poirot se leva, lissant son gilet. « Je ne vous dérange pas plus longtemps. Pour l'instant. » Alors que nous nous éloignions, je demandai à Poirot. « Vous le croyez ?» La moustache de Poirot frémit légèrement. « Je crois, mon ami, que vérité et mensonge sont parfois frères. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir lequel parle le plus fort. » Il était tard dans l'après-midi lorsque M. Whittaker, le notaire de Van Alden, arriva au Savoy. C'était un homme sec, à la peau parcheminée, du genre à percevoir tout drame humain, à travers un filtre de rigueur juridique. Et pourtant, même lui semblait légèrement mal à l'aise en posant un dossier devant Poirot. « Monsieur Van Alden a modifié son testament hier soir, messieurs, » annonça Whittaker en ajustant ses lunettes. C'était pour le moins inhabituel, précipité, dirait-on. « Les décisions hâtives sont souvent très intéressantes, monsieur, » murmura Poirot. « Veuillez continuer. » Whittaker s'éclaircit la gorge. Le précédent testament léguait la majeure partie de la fortune de M. Van Alden à sa fille Dorothy, avec certains legs personnels, à Mademoiselle Cartwright et à Mademoiselle Brinkerhoff. « Et le nouveau ?» demandai-je. « Sa fille en est totalement exclue, » dit Whittaker d'un ton neutre. « Le bénéficiaire principal est désigné comme la personne chargée de préserver mon héritage et de réparer mes erreurs. L'identité de cette personne devait être révélée dans une annexe scellée, à ouvrir uniquement en cas de décès. » Je restai bouche bée. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que cela signifie? L'expression de Poirot resta impénétrable. « Cela signifie, Hastings, que quelqu'un attendait la mort, très bientôt. Vous pensez que le bénéficiaire le savait? » Le sourire de Poirot était énigmatique. « Voilà, mon ami, la question sur laquelle notre enquête pourrait bien se jouer. C'était la deuxième fois que nous rendions visite à Dorothy Van Alden, et l'atmosphère avait changé. Si lors de notre première rencontre, elle avait été froide et distante, il y avait à présent quelque chose de fragile dans sa contenance. L'air semblait chargé, comme si une force invisible la retenait de se briser. Poirot s'installa dans un fauteuil à haut dossier, son petit corps parvenant tout de même à dominer la pièce, et fixa Dorothy de ce regard inébranlable, presque dérangeant, qui lui était propre. « Mademoiselle, » commença-t-il avec douceur, « vous avez parlé des nombreuses fautes de votre père et de votre désillusion, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose qui se cache sous vos mots. Ce que vous ressentez envers votre père, ce n'est pas seulement du ressentiment, n'est-ce pas? C'est une blessure profonde, durable. » Les doigts de Dorothy se crispèrent sur ses genoux, ses jointures blanchissant. « C'était mon père, » dit-elle enfin, « mais il me traitait comme un souvenir encombrant. Les souvenirs, mademoiselle, sont des choses tenaces. Ils ne disparaissent pas en silence. » La voix de Poirot était douce, presque hypnotique. « Vous avez ressenti du ressentiment pour ses mariages, pour sa fortune, et à présent, pour sa fiancée. Vous souhaitiez, peut-être, le punir, non? » La tête de Dorothy se redressa brusquement. « Si vous insinuez que j'ai envoyé cette lettre ou mis en scène cet appel ridicule, vous vous trompez. J'ai peut-être souhaité sa ruine, mais je ne l'aurais jamais tué. » Poirot pencha légèrement la tête. « Tué? Ah, vous me devancez, mademoiselle. Je n'ai pas encore suggéré que votre père est mort. Curieux, ses joues s'empourprèrent. Vous jouez sur les mots. Les mots, mademoiselle, sont mes compagnons les plus fidèles. » Poirot s'adossa dans son fauteuil. « Dites-moi,
Qui votre père redoutait-il le plus? Elle hésita. Il avait peur de perdre le contrôle. Il avait peur de ceux qui connaissaient ses secrets. Et qui les connaissait le mieux? Demanda Poirot doucement. Les yeux de Dorothy vacillèrent. Pauline Brinkerhoff, dit-elle enfin. Elle savait tout. Poirot se leva, s'inclina légèrement. Merci, mademoiselle. Le passé. Il laisse toujours ses empreintes. Alors que nous quittions la pièce, je soufflai à Poirot. Eh bien, elle avait certainement un mobile. L'expression de Poirot était impénétrable. Le mobile, mon ami, est facile à trouver. Ce qui m'intéresse, c'est l'occasion et le parfum subtil de la culpabilité. Charles Pembroke nous attendait dans le fumoir, où les fauteuils en cuir et les effluves de cigares anciens recréaient l'illusion d'un club de gentlemen. Il était affalé avec une nonchalance étudiée, mais l'éclat dans ses yeux trahissait une attention bien plus vive. « Vous revoilà, Poirot ?» lança-t-il d'un ton traînant. « J'espère que vous ne perdez pas mon temps. Et le temps, après tout, c'est de l'argent. » « Ah, mais certains moments valent plus que d'autres, monsieur Pembroke. Par exemple, celui entre 10h30 et 11h, ce matin. » Poirot s'installa dans le fauteuil en face. « J'étais à mon club, comme je vous l'ai dit. » Le sourire de Pembroke était confiant, mais ses doigts tapaient l'accoudoir. Un signe nerveux, si j'en ai jamais vu un. Poirot joignit les doigts en pointe. « Voyez-vous, monsieur, une chose curieuse est arrivée. Le portier de votre club se souvient parfaitement vous avoir vu partir, à 10h30 précise. » Le sourire de Pembroke se figea. « Où étiez-vous durant ce laps de temps ?» La voix de Poirot était douce comme de la soie. « Pour récupérer mon parapluie. Je crois vous l'avoir déjà dit. » Sa réponse était un peu trop rapide. « Et vous avez été aperçu près de la suite de M. Van Alden ?» Le ton de Poirot restait calme, mais ses yeux brillaient. « Pure coïncidence, » répondit Pembroke avec un haussement d'épaules. « Je n'ai vu personne, parler à personne. »« Ah, mais le téléphone. Il n'a pas besoin que vous parliez à quelqu'un. Il suffit de passer un appel. » La voix de Poirot descendit à un murmure. Pembroke se pencha, tout charme évaporé. « Écoutez-moi, Poirot. Je voulais me débarrasser de Van Alden, en affaires. Le faire mourir de peur, au téléphone, c'est absurde. » « Absurde? Non, monsieur. Élégant. Un meurtre? Sans contact. Mais cette élégance, elle n'est pas de vous. » Poirot se leva, ajusta ses manchettes. « Je vous remercie de votre temps. » En quittant la pièce, Hastings soupira. Son alibi a plus de trous qu'une râpe à fromage. En effet, mon ami. Mais il est trop grossier. Notre coupable a l'esprit d'un artiste. Ceci, c'est l'œuvre d'un amateur. Lydia Cartwright nous reçut dans sa suite. Mais cette fois, son calme habituel avait disparu. Ses doigts s'agrippaient à l'accoudoir d'une chaise longue, et bien que son sourire restât poli, ses yeux trahissaient une inquiétude évidente. Poirot s'installa en face d'elle, les mains jointes sur les genoux, sa moustache frémissant d'un amusement silencieux. « Mademoiselle, dit-il, vous êtes, je crois, une femme habituée à être admirée. » Lydia incline légèrement la tête, son sourire s'aiguisant. « Vous me flattez, monsieur Poirot. »« Non, j'observe. Ce n'est pas la même chose. » Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton apparemment détaché. « Ce matin, avant l'effondrement malheureux de M. Van Alden, il y eut une dispute, n'est-ce pas ?» Le sourire de Lydia vacilla. « Une affaire privée. Ah, mais lorsqu'un homme craint la trahison, mademoiselle, cette affaire cesse d'être privée. Elle devient publique, dans son cœur. » Poirot se pencha légèrement, son regard implacable. « Il vous a accusé d'infidélité, n'est-ce pas ?»
Les doigts de Lydia se crispèrent davantage dans le tissu du fauteuil. Il était jaloux. Franklin a toujours été possessif. Et avait-il raison de l'être? La voix de Poirot était douce, mais je reconnaissais le tranchant redoutable qui s'y cachait. « Non, dit-elle rapidement. Il n'y avait personne d'autre. Personne, pas même un innocent badinage? » Les sourcils de Poirot se levèrent, et l'hésitation de Lydia, une fraction de seconde, suffisait pour répondre. Rien de sérieux, finit-elle par dire. Franklin était devenu si méfiant ces derniers temps. Une simple conversation avec un homme suffisait à le rendre furieux. Et cette suspicion, dit Poirot doucement, venait-elle seulement de la jalousie ou de la culpabilité? Culpabilité? Répéta Lydia en fronçant les sourcils. Le cœur coupable, mademoiselle, voit souvent la trahison là où il n'y en a pas, parce qu'il sait qu'elle est possible. Poirot se leva, ajusta ses poignets. Et dites-moi, ce matin a-t-il mentionné un nom, celui de l'homme qu'il craignait? Lydia secoua la tête. Non, mais il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « Le passé me rattrapera, même si toi tu ne le feras pas. » Je croyais que c'était juste un de ces drames habituels. Poirot esquissa un léger sourire. « Le passé, mademoiselle, ne frappe pas à la porte. Il entre sans frapper. » En sortant, je ne pus m'empêcher de chuchoter à Poirot. « Vous pensez vraiment qu'elle avait un amant ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. Un amant, peut-être pas, mais un secret. Ah, cela, c'est certain. Nous retrouvâmes Pauline Brinkerhoff là où je m'y attendais, ensevelie sous les papiers, le dos raide, son stylo grattant furieusement le papier, comme si le simple labeur pouvait chasser les soupçons. Mais son visage la trahissait, un tremblement au coin des lèvres, une légère moiteur sur le front. Poirot s'approcha, avec une révérence si solennelle qu'elle aurait eu sa place dans une cour royale. Pauline, surprise, manqua de renverser son encrier. « Mademoiselle Pauline, dit Poirot doucement, pardonnez mon intrusion, mais la vérité, voyez-vous, est une créature timide, elle en a besoin d'être apprivoisée. »« Je vous ai déjà tout dit, » répondit-elle d'un ton sec, bien que sa main trembla légèrement en réorganisant ses papiers. « Ah, mais ce que vous savez et ce que vous révélez, ce n'est pas toujours la même chose, non ?» Le sourire de Poirot était doux, mais son regard ne laissait rien échapper. « J'ai été fidèle à M. Van Alden, » lança Pauline un peu trop vite. « J'ai géré ses affaires pendant des années. » « Exactement. Ce qui signifie que vous connaissiez toutes ses habitudes, ses peurs et même ses secrets. » Poirot tapota doucement le bureau. « Et pourtant, ce matin, lorsque le téléphone a sonné, vous avez été vu, non pas à votre poste, mais près de sa suite. » Les lèvres de Pauline s'entr'ouvrirent, mais aucune dénégation ne vint. Ses mains se joignirent, les doigts s'entortillant nerveusement. « Je passais par là. »« Et ce bloc-notes que vous avez détruit ?» demanda Poirot d'une voix soyeuse. « Était-ce aussi innocent ?» Pauline avala difficilement sa salive. « Je griffonnais des choses quand il dictait, parfois des choses sans importance. Et pourtant, vous l'avez détruit. Curieux, non ?» Poirot tapota sa tempe. Un esprit si méthodique, soudain négligeant. Le regard de Pauline retomba sur ses mains. J'avais peur. Peur de quoi, mademoiselle? Elle hésita. Cette voix au téléphone, c'était la sienne. La sienne? Fis-je, déconcerté. Sa première femme, murmura Pauline. Je connaissais sa voix, je l'ai entendue, avant qu'elle ne meure. L'expression de Poirot ne changea pas. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Les morts ne passent pas d'appel téléphonique. Les épaules de Pauline tremblaient. Ce n'était pas elle, je le sais, mais la voix,
C'était exactement la sienne. Poirot se leva, son sourire petit et énigmatique. « Merci, mademoiselle. Vous voyez, même la peur a une voix, et elle peut être imitée de manière très convaincante. » Alors que nous sortions, je tirai sur la manche de Poirot. « Tu ne crois tout de même pas que les morts passent des appels ?» Poirot haussa les épaules, comme à son habitude. « Mon ami, je ne crois qu'aux vivants. Ce sont eux qui possèdent le mobile et l'imagination. » Nous retrouvâmes le capitaine Matthew Wade dans le jardin de l'hôtel, assis sur un banc usé sous une tonnelle de lierre. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux. Il formait une silhouette étrange, un homme bâti pour l'action, désormais figé, comme si le feu qui l'animait s'était éteint depuis longtemps. Poirot s'approcha avec sa révérence habituelle, tandis que moi, moins cérémonieux, m'assis à ses côtés. Le capitaine reconnut notre présence d'un simple hochement de tête, mais son regard restait fixé sur le sentier de graviettes devant lui. « Capitaine, » commença Poirot avec douceur, « vous avez parlé de votre déception envers M. Van Alden. Vous le tenez responsable, n'est-ce pas, de la ruine de votre carrière ?» Les lèvres de Wade esquissèrent ce qui aurait pu être un sourire, sans aucune trace de joie. « Responsable, c'est un mot fort, Poirot. Disons que j'ai compris les règles du jeu un peu trop tard. Et comprendre, cela n'apporte aucun réconfort, seulement du ressentiment. » La tête de Poirot s'inclina légèrement, ses yeux scrutant chaque tressaillement du visage de Wade. « J'aurais pu le ruiner, vous savez, » dit calmement Wade, « il y a des années, quand le marché s'est effondré et qu'il m'a laissé porter le chapeau. J'aurais pu traîner son nom dans la boue. Et pourtant, vous ne l'avez pas fait, » observa Poirot. « Curieux ? Ça n'en valait pas la peine, » dit simplement Wade. « Les hommes comme Van Alden, ils finissent toujours par se détruire eux-mêmes. Peut-être, ou peut-être que quelqu'un précipite leur chute. » La voix de Poirot était douce comme du velours. « Dites-moi, monsieur, où étiez-vous ce matin, au moment de l'incident ? Je vous l'ai dit, dans la salle de billard. Seul ou accompagné ? Seul, comme c'est commode. » Le ton de Poirot restait agréable, mais son regard s'aiguisait. « Dites-moi, quand avez-vous parlé à M. Van Alden pour la dernière fois ? » « Il y a 2 nuits. » Le sourire de Wade était mince. « Il m'a proposé de l'argent pour que j'oublie le passé. J'ai refusé. Et après cela, je lui ai souhaité bonne chance, » répondit-il avec légèreté. « Les hommes comme lui n'ont pas besoin d'ennemis. Ils ont leurs propres fantômes. En nous éloignant, je murmurais. Il n'a pas l'air perturbé du tout. Justement, mon ami, et c'est bien ce qui me perturbe le plus. » Nous descendîmes dans la petite salle, sans fenêtre du standard téléphonique, où l'odeur de câble chaud se mêlait à un soupçon de parfum. Une jeune fille, aux boucles auburn, était assise devant le panneau, les doigts tendus, au-dessus des fiches, comme une pianiste avant son morceau. Poirot s'approcha, avec son charme habituel. « Mademoiselle, je ne vous demande qu'une vérité simple. Et vous, vous êtes la gardienne de toutes les conversations, n'est-ce pas ?» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. « Monsieur ?» L'appel qui a terrifié M. Van Alden. D'où venait-il ? Elle cligna des yeux à toute vitesse. « Il n'y a eu aucun appel, monsieur. Pas par le standard. Sa ligne s'est restée muette toute la matinée, jusqu'à ce que vous appeliez de l'aide. » Hastings fronça les sourcils. « Mais c'est impossible. Nous avons entendu le téléphone sonner de nos propres oreilles. » Les doigts de Poirot tambourinèrent doucement sur le bord du panneau de connexion. « Ah, mon ami, impossible est un mot bien désordonné. Il signifie simplement que la vérité porte un déguisement. »« Vous en êtes absolument certaine ?» demandai-je à la jeune opératrice. « Aucun enregistrement.
Elle secoua la tête. S'il était passé par moi, il serait consigné ici. Les yeux de Poirot se plissèrent. Alors nous devons envisager une autre possibilité. Un appel, non pas venant de l'extérieur, mais de l'intérieur. La jeune fille retint son souffle. Vous voulez dire, depuis la suite elle-même? Peut-être, ou peut-être depuis une pièce voisine, un téléphone de couloir, ou une chambre proche, un endroit assez près pour contourner totalement le standard. Mais alors, ça pourrait être n'importe qui dans l'hôtel, m'exclamai-je. Exactement. Et pourtant, mon ami, nous connaissons déjà le coupable. Il ne nous manque que la méthode. Poirot se tourna vers la jeune femme. Mademoiselle, une dernière question. Y a-t-il un deuxième téléphone dans la suite de Monsieur Van Alden? Elle hésita, puis hocha la tête. Il y a une ligne privée, dans le petit salon. Les yeux de Poirot brillèrent. Ah, et voilà, Hastings, la clé de cet appel impossible. Ce n'était pas un appel venu de l'extérieur, mais d'une personne déjà présente dans son univers. En quittant la pièce, j'avais du mal à suivre le pas rapide de Poirot. Mais qui aurait pu savoir pour cette ligne privée? Le sourire de Poirot était mystérieux. Quelqu'un qui connaissait les moindres habitudes de M. Van Alden et ses peurs les plus profondes. Une secrétaire dévouée, peut-être, ou une fille, ou une fiancée. La vérité, mon ami, c'est comme un chat. Elle se cache sous le canapé, jusqu'à ce qu'on secoue la boîte de croquettes. Poirot s'installa au petit bureau de notre suite, la fameuse lettre dactylographiée, étalée devant lui tel un patient sous examen. Il avait déjà ajusté 3 fois la lampe, s'assurant que l'angle de lumière ne soit ni trop fort, ni trop faible. Son perfectionnisme avait toujours été quelque chose à admirer ou à endurer. Je faisais les 100 pas dans la pièce, impatient. Ce n'est qu'une menace grossière, Poirot, probablement tapée sur une vieille machine quelconque de l'hôtel. Ah, Hastings, et voilà votre erreur. Poirot leva un doigt, le visage grave. Une lettre n'est jamais juste une lettre. C'est une empreinte de l'esprit, mon ami. Il se pencha, ses yeux verts brillants, examinant les irrégularités de l'encre. Observez, Hastings. Regardez bien la majuscule E dans Fate et le T dans Next. Vous voyez? Je plissai les yeux. Elles ont l'air pareilles à mes yeux. Poirot soupira, comme s'il expliquait la lumière du jour à un aveugle. Elles ne sont pas pareilles du tout. Le E penche légèrement à gauche, comme un ivrogne. Mais le T, il est parfaitement droit. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, mon cher, que cette lettre a été tapée non pas sur une, mais sur 2 machines différentes. La première mal alignée. La seconde, parfaitement réglée. Pourquoi diable quelqu'un ferait-il ça? Poirot esquissa un sourire discret. Pour créer la confusion? Pour faire croire à une collaboration? Ou pour dissimuler le véritable auteur derrière le masque d'un autre? Il souleva la lettre avec un soin presque religieux. Les mains qui ont tapé ceci, Hastings, elles étaient intelligentes, mais pas assez. Car il y a une chose que même le criminel le plus rusé ne peut dissimuler. Et laquelle? Sa propre peur, murmura Poirot. Cette lettre, ce n'est pas l'œuvre de la confiance, c'est celle du désespoir. La lettre frissonna légèrement quand Poirot la reposa sur le bureau. Il y a maintenant 2 machines à écrire dans cet hôtel qui m'intéressent, mon ami. Celle de la suite de M. Van Alden et celle de Mademoiselle Pauline. Allons enquêter, voulez-vous? Nous trouvâmes Pauline Brinkerhoff dans un coin du salon d'affaires, la tête penchée sur son travail. Devant elle s'étalait un tas de papiers déchirés, des morceaux si petits qu'ils ressemblaient à de la confetti. Poirot s'approcha comme un chat s'approche d'une souris. « Mademoiselle Pauline,
Vous êtes bien appliquée, non? Mais peut-être un peu trop consciencieuse. Elle leva les yeux, le visage pâle. Ce n'est rien, juste de vieilles notes. Vieilles notes, nouvelle destruction, curieux. Poirot prit un morceau du tas. Regardez, Hastings, ici, le bord a été arraché à la hâte, la main tremblante. Pauline força un sourire. J'aime garder les choses en ordre. Une qualité admirable. Et pourtant, l'ordre, souvent, dissimule la culpabilité. Les mains de Pauline se contractèrent. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Monsieur Van Alden. Rien, pas même l'assistance à la révision de son testament. La voix de Poirot était douce, mais le sursaut de Pauline fut net. J'ai juste tapé ce qu'il me dictait, murmura-t-elle. Sur quelle machine? Elle hésita. La sienne. Bon. Et votre propre machine? Celle que vous utilisez pour vos notes personnelles? Elle aussi m'intéresse beaucoup. Les mains de Pauline tremblaient légèrement. Je ne vois pas pourquoi ce serait nécessaire. Poirot sourit doucement. Parce que, mademoiselle, même le papier a une mémoire, et les machines à écrire, elles avouent bien plus que ceux qui les utilisent. Nous retournâmes à notre suite dans un silence pensif. Poirot était inhabituellement silencieux, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit, chaque détail s'ajustant ou refusant de s'ajuster au puzzle toujours changeant. Enfin, je ne pus me retenir. Tu as une théorie, Poirot. Je le vois à ton visage. Poirot ajusta légèrement sa cravate, puis poursuivit, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Oui, mes amis, ce n'est pas un meurtre tel que vous l'imaginiez. C'est un crime de l'esprit, une manipulation, un chef-d'œuvre de psychologie criminelle. Autour de nous, le silence était total. Même les lustres semblaient suspendus à ses paroles. Quelqu'un ici a compris que le plus grand ennemi de M. Van Alden n'était pas un homme, mais sa mémoire. Ce que vous avez tous vu ce matin n'était pas une attaque physique, mais une mise en scène. Il se tourna lentement vers Dorothy. Vous avez dit que votre père avait peur de perdre le contrôle. Mais ce n'était pas tout, n'est-ce pas? Il avait peur d'un souvenir, d'un serment prononcé sur un lit de mort, d'une voix qu'il ne pensait plus jamais entendre. Il pointa alors un doigt vers Pauline Brinkerhoff. Elle tressaillit. Mademoiselle Pauline, vous étiez sa confidente, son ombre silencieuse. Vous connaissiez cette peur, vous l'avez entendue, cette voix, bien avant ce jour, assez pour la reproduire. Pauline pâlit, mais ne répondit pas. Ses doigts se contractèrent sur le bord de sa chaise. Et vous aviez les moyens. La lettre, tapée sur 2 machines, la vôtre et celle de M. Van Alden, un mélange destiné à semer le doute, l'appel, passé non pas de l'extérieur, mais depuis sa propre suite, sur la ligne privée que vous connaissiez, bien sûr, et la voix. Il se retourna vers Lydia, qui s'était redressée dans son fauteuil, figée. « Ce n'était pas la vôtre, mademoiselle, mais c'est vous qui l'avez suggérée. Vous saviez que Van Alden était au bord de la paranoïa. Vous lui avez glissé des mots, insidieusement. Et Captain Wade, vous avez mis à sa disposition l'enregistrement, non ?» Wade serra les bras plus fort contre sa poitrine. Son visage buriné resta impassible, mais une ombre passa dans son regard. « Vous étiez tous des pièces du même jeu, » dit Poirot calmement. Mais une seule main a posé les pions. Une seule personne a orchestré le crescendo de peur jusqu'à ce que le cœur de Van Alden ne cède. Il revint alors au centre de la pièce, s'arrêta et leva doucement la main. Et cette main était celle de Pauline Brinkerhoff. Un souffle parcourut la salle. Pauline resta pétrifiée, son regard vide.
Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura « Il m'a volé 15 ans de ma vie, il m'a trahi, oublié. J'étais sa seule loyauté, et il m'a effacé. » Poirot incline la tête, presque respectueusement. Et vous avez répondu avec l'arme la plus silencieuse, la peur. Le silence retomba, épais, chargé d'émotion. Je me penchai vers Poirot, la gorge sèche. Tu savais depuis le début? Non, mon ami. Je savais seulement que la voix était la clé. Et une voix, Hastings, elle ne peut mentir. Poirot se redressa, son regard balayant la pièce. La justice ne s'écrit pas toujours avec du sang. Parfois, elle murmure. Et ce murmure, ce soir, a été entendu. Il se tourna vers l'inspecteur, que nous avions convoqué plus tôt, et hocha doucement la tête. L'homme s'avança vers Pauline, tandis qu'elle se levait lentement, résignée. Alors qu'on l'emmenait, Poirot se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de Londres scintiller au loin. Un cœur, Hastings, peut supporter bien des choses, mais la peur, la peur, c'est un poison qui finit toujours par réclamer sa victime. Poirot s'arrêta juste devant elle. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Il parlait doucement maintenant, chaque mot résonnant comme un coup de marteau sur l'écho du silence. Vous saviez, mademoiselle, qu'un simple mot pouvait le déstabiliser. Vous connaissiez l'existence de cette ligne privée. Vous aviez accès à la machine à écrire. Vous saviez tout. Pauline ne bougeait pas, figée comme une statue. Seules ses paupières battaient trop vite. Et vous saviez, poursuivit Poirot, que la voix de sa première épouse était sa plus grande terreur, une peur enfouie sous les années de fortune, de contrats, d'alliances, mais jamais effacée. Il se pencha légèrement, ses moustaches frémissant d'intensité. Vous avez utilisé cette peur, vous avez enregistré cette voix, ou trouvé quelqu'un pour l'imiter. Et vous avez attendu le moment où il serait le plus seul, le plus fragile, le plus coupable. Vous l'avez conduit, pas à pas, vers le gouffre. Et quand il a décroché ce téléphone, il a entendu le passé venir le chercher. Un frisson parcourut la salle. Ce n'est pas un crime de passion, ce n'est pas une vengeance explosive, c'est une opération chirurgicale, froidement exécutée, psychologiquement parfaite. Il sortit de sa poche un petit objet, une bande magnétique, soigneusement enroulée. Le technicien de l'hôtel l'a trouvé dans le compartiment inférieur de la ligne privée. Le son était effacé, mais grâce à nos amis de Scotland Yard, nous avons pu le restaurer. Et la voix, mademoiselle, était celle d'une femme morte depuis 10 ans. Mais le magnétophone était tout à fait moderne. Pauline, livide, ouvrit la bouche. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Je ne voulais pas qu'il meure. Non ? Demanda Poirot doucement. Et pourtant, vous l'avez conduit à sa mort. Vous avez déposé en lui une graine de peur, et vous l'avez regardé fleurir jusqu'à l'arrêt final de son cœur. Il m'a abandonné, murmura-t-elle. Il m'a fait des promesses, 15 ans à tout sacrifier pour lui. Et il voulait m'effacer, comme les autres. J'ai voulu qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti, qu'il entende ce qu'il avait essayé d'oublier. Poirot hocha lentement la tête. Et il l'a entendu, mademoiselle, trop bien. Il se tourna vers l'inspecteur en uniforme, resté en retrait dans l'encadrement des portes. Vous pouvez procéder, inspecteur. Tandis que Pauline se levait, vacillante, escortée hors de la pièce, une étrange sérénité s'était installée dans le salon du Savoy. Une vérité terrible venait d'être révélée, non pas à coups de revolver, mais de chuchotements. Poirot se retourna, lissant sa veste avec soin. Et voilà, mes amis, ce fut un meurtre sans armes, sans sang, sans trace visible. Un meurtre de l'âme, accompli avec le plus silencieux des couteaux, la peur. Je le regardais,
admiratif. Tu l'avais deviné depuis le début, n'est-ce pas? Poirot sourit doucement. Non, Hastings, je ne l'avais pas deviné. J'avais écouté la bonne voix. Poirot se tourna lentement vers Hastings, comme un professeur prêt à donner sa leçon la plus essentielle. La lettre, mon ami, était la première note d'une symphonie de terreur, chaque mot soigneusement choisi, chaque majuscule tapée avec une intention, non pas d'informer, mais de tourmenter. Elle ne cherchait pas de rançon, ni de silence. Elle voulait seulement que M. Van Alden regarde derrière lui et y voit ses fautes approcher, une à une. Pauline, blême, secouait la tête faiblement, ses lèvres tremblantes, sans un mot. Autour d'elle, plus personne ne semblait respirer. Ensuite, continua Poirot, vient le deuxième mouvement, la dispute, le soupçon insidieux, glissé dans l'oreille de l'amant jaloux. On détourne son attention, on crée la tension. Une dispute avec sa fiancée, montée de toutes pièces. Le cœur s'agite, le sang se trouble. Et tout cela, mademoiselle Pauline, vous l'avez mené avec une habileté redoutable. Il fit quelques pas, ses souliers vernis claquant sur le parquet. Il s'arrêta près du téléphone, celui-là même où Van Alden avait entendu sa condamnation. Et enfin, le crescendo, l'appel. Ce n'était pas un esprit, mais une illusion, créée de toutes pièces par une femme blessée, déterminée à faire sentir au plus fort des hommes qu'il était vulnérable. Une voix surgit du passé, mais projetée depuis la chambre d'à côté. Il désigna la bobine de bande magnétique posée sur la table. Voici le fantôme, voici le poignard invisible. Il n'a pas versé une goutte de sang, et pourtant, il a tué, avec précision, avec patience, avec douleur. Pauline, effondrée, enfouit son visage dans ses mains. « Il m'a prise pour acquise », murmura-t-elle. « Il m'a utilisée, oubliée, jetée, comme il l'a fait avec elle. » Poirot s'approcha doucement, son ton adouci, mais inflexible. « Oui, mademoiselle, il vous a blessée. Mais ce n'est pas la justice que vous avez servie, c'est votre colère. » Il se tourna vers les autres, ses bras s'ouvrant dans un geste final. « Mes amis, ce n'était pas un meurtre classique, pas de sang, pas d'armes, et pourtant, un homme est mort, abattu non par une main, mais par une idée, et cette idée, la peur, a été semée, arrosée et cultivée par celle qui se tenait chaque jour à ses côtés. Un long silence suivit. Personne ne bougeait. Même le temps semblait suspendu à ses mots. Puis Poirot baissa doucement la tête. L'affaire éclose, et ce fut tout. Poirot s'approcha d'elle avec lenteur, presque comme s'il craignait de perturber un équilibre fragile. « Mademoiselle Pauline, il n'y a plus rien à ajouter. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec précision, avec intelligence, mais aussi avec douleur, une douleur profonde, ancienne, et c'est cette douleur, non la haine, qui vous a conduite ici. » Pauline leva enfin les yeux, rouges mais secs. Sa voix était rauque, à peine audible. « Et maintenant, qu'allez-vous faire de moi ?» Poirot incline légèrement la tête. « Ce n'est pas à moi d'en décider. La justice suivra son cours. Mais sachez ceci, vous avez causé une mort, oui. Mais ce n'était pas un crime de sang, c'était un crime du cœur, et cela, les juges le comprendront peut-être. » Il se retourna vers les autres. Dorothy, figée, ne quittait pas Pauline du regard. Lydia tenait son collier comme un talisman, et même Pembroke, habituellement si impassible, semblait ébranlé. Poirot prit une longue inspiration. « Mes amis, nous avons été témoins d'un meurtre, sans armes, sans traces, sans sang. Un meurtre où la seule arme fut une voix. Une simple voix, venue du passé, manipulée pour paraître venue d'un autre monde. Ce n'était pas la main d'un assassin, mais l'écho d'une souffrance jamais dite qui a fait tomber M. Van Alden.
Il fit quelques pas, puis s'arrêta, son regard porté vers la lumière du lustre. Il est facile de condamner, il est plus difficile de comprendre. Pauline Brinkerhoff n'est pas une tueuse née, elle est une femme oubliée, méprisée. Et dans cet oubli, elle a trouvé une forme de pouvoir, un pouvoir qui, hélas, a coûté une vie. L'inspecteur, jusque-là resté dans l'ombre, s'avança discrètement. Pauline ne résista pas. Elle se leva, droite, les épaules affaissées, le regard vide. « Je suis fatiguée, » murmura-t-elle, « tellement fatiguée. » Alors qu'on l'escortait hors du salon, un silence épais retomba. Ce n'était pas la fin bruyante d'un crime ordinaire. C'était une fin douce, lourde de réflexion. Une fin qui laissait un goût amer, même dans la bouche de la justice. Poirot se tourna vers moi, un léger sourire triste au coin des lèvres. « Tu vois, Hastings, même les crimes les plus élégants laissent derrière eux une trace indélébile. Ce n'est pas le sang que l'on lave, c'est la mémoire. » Je hochai la tête, incapable de parler. Et pendant un instant, dans le grand salon du Savoy, il n'y eut plus ni coupable ni innocent. Seulement des âmes humaines, complexes, brisées et terriblement réelles. Poirot laissa sa main reposer sur le combiné du téléphone, comme s'il caressait la scène d'un crime invisible. Son regard se posa tour à tour sur chacun des visages dans la pièce, abasourdis, ébranlés, et pour la plupart, silencieux. Voilà, mes amis, ce n'était pas de la sorcellerie, ce n'était pas un complot surnaturel, c'était un mécanisme méticuleusement assemblé, chaque vice, chaque ressort, chaque illusion, servant à une seule fin, faire s'écrouler un homme de l'intérieur. Il brandit doucement la lettre entre ses doigts, la tenant comme un symbole. Une lettre sans rançon, sans menace claire, seulement une résonance, des mots choisis pour réveiller une peur déjà vivante, tapés en deux temps, sur deux machines, pour que même l'objet devienne incertain, troublant, contradictoire, comme les souvenirs eux-mêmes. Hastings se redressa, impressionné malgré lui. Et tout ça, tout ce scénario, sans jamais poser la main sur lui. Exactement, mon ami. Pas une goutte de sang, pas une trace de violence, un crime parfait, car invisible. Poirot se détourna alors du téléphone et reprit sa marche lente vers le centre de la pièce. Et ce téléphone qui a tué sans le moindre contact, ce n'était qu'un instrument. Mais entre les mains de mademoiselle Pauline, il est devenu une arme, programmée à l'avance pour délivrer une sentence à l'heure précise, à l'instant exact où son esprit serait le plus vulnérable, le plus seul, le plus coupable. Il fit claquer doucement ses doigts, comme pour illustrer la soudaineté de la terreur. Le coup de théâtre, le point final. Quand M. Van Alden décrocha, il ne reçut pas un appel. Il reçut un jugement, celui de son passé, de sa culpabilité, et plus cruellement encore, il le reçut de sa propre main, à travers une voix qui autrefois avait été celle de l'amour. Il se tourna une dernière fois vers Pauline, qui n'avait pas bougé, les yeux rougis et fixes. Vous avez été son bras droit pendant des années, sa mémoire, sa loyauté, et vous êtes devenu sa justice. Puis, se tournant vers le reste de l'assemblée, il reprit d'un ton grave et posé. Monsieur Van Alden n'a pas été tué par une personne. Il a été tué par une accumulation de silence, par le poids des non-dits, des promesses oubliées, des douleurs ignorées. Pauline n'a été que le catalyseur, la main qui a déclenché l'inévitable. Un long silence suivi, respectueux, presque religieux. Puis, Poirot joignit les mains, baissant la voix pour conclure. « Mes amis, nous vivons à une époque où le crime prend des formes nouvelles. Il ne frappe plus toujours avec un couteau ou un revolver. Parfois, il suffit d'un mot, d'un souvenir,
d'une voix, et cela est peut-être le plus redoutable des crimes. Hastings murmura à mon oreille, comme s'il n'osait troubler l'instant. « Tu crois qu'elle regrette, Poirot ?» Le petit détective haussa les épaules avec une infinie tristesse. Regretter, Hastings? Elle regrettait déjà, avant même que tout cela commence. Puis, dans le grand salon du Savoy, où tout avait commencé par une tasse de thé et un murmure, la vérité, enfin, avait trouvé sa voie, alors que les portes du grand salon se refermaient derrière nous. Je ne pus m'empêcher de ressentir, une fois de plus, une profonde admiration pour l'esprit de Poirot. Ce n'étaient ni les empreintes, ni les indices matériels qui avaient résolu cette affaire, mais bien les secrets tapis dans les cœurs, les peurs enfouies sous les politesses, et ces minuscules détails que tous les autres avaient négligés. Hercule Poirot savait mieux que quiconque que la nature humaine laisse une trace bien plus claire que celle de n'importe quel criminel. Même les stratagèmes les plus ingénieux, déguisés en murmures, déguisés en fantômes, ne résistent jamais longtemps à la logique implacable de ces petites cellules grises. Au bout du couloir, Poirot s'arrêta un instant pour ajuster ses manchettes impeccables. Je ne pus résister à lui poser une dernière question. « Dis-moi, Poirot, tu ne te lasses jamais d'avoir raison ?» Ses moustaches frémirent avec amusement. « Mon cher Hastings, me lasser de la perfection? Jamais. Mais voir les autres la fuir, voilà la vraie tragédie. En entrant dans l'ascenseur, je souris, mi-ironique, mi-fasciné. La prochaine fois que je vois un cadre de travers, je t'appellerai avant Scotland Yard. Et vous? Quel a été, selon vous, l'indice le plus révélateur qui a trahi Pauline? Était-ce la lettre, la voix, ou peut-être ses mains tremblantes? Partagez votre théorie en commentaire. Nous avons hâte de découvrir votre instinct de détective. Si cette affaire d'Hercule Poirot vous a passionné, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à vous offrir d'autres enquêtes rusées, des révélations brillantes et toujours un mystère de plus à résoudre. Restez bien à l'écoute pour la prochaine aventure palpitante de Poirot et Hastings, bientôt disponible sur la chaîne.